On revient dans le cadre beaucoup plus laïque avec Danny Cohn-Bendit. Bonsoir Danny Cohn-Bendit. Bonsoir Darius. Et Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Darius et bonsoir Danny en vrai. Vous voilà de retour. Même par Skype, je suis en vrai. Et je précise que Luc Ferry est entièrement réparé avec un genou en titane ou quelque chose comme ça. Pas entièrement, mais presque. J'aimerais votre regard l'un et l'autre sur les temps tellement inédits que nous vivons, les images de Londres que nous continuons à recevoir, ce qui s'est passé autour de Zelensky aujourd'hui dimanche, qui répond à ce qui s'est passé vendredi dans le bureau ovale, Zelensky versus Trump et Vance. Ce que vous avez ressenti, la terre entière a un avis sur ce qui s'est passé dans le bureau ovale vendredi, l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous avez simplement ressenti en voyant cette scène très dure entre Zelensky et Trump et Vance? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je pense que Trump et surtout Vance ont été absolument immondes. C'est tout. Je voulais que je vous dise d'autres. Sur la forme, ils ont été insupportables. Ça donne envie de leur donner des gifles. Et sur le fond, c'est tout à fait autre chose. Sur le fond, il y a toute une série de sujets qui sont importants. On va en parler. Sur le fond, Trump dit beaucoup moins de conneries qu'on ne le pense. Sur la forme, ils sont odieux. Voilà. Sur le fond, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à dire. Sur le fond, la guerre est perdue par l'Ukraine, c'est pas faux. Je pense pas qu'on récupère le Donbass dans le quart d'heure. Donc ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sans les États-Unis, probablement Poutine serait déjà à Kiev depuis longtemps. Ça, c'est vrai aussi. Donc Trump ne dit pas que des bêtises sur ces deux points-là. Par exemple, il a évidemment raison. Mais en revanche, sur la forme, ils sont absolument odieux. C'est insupportable. Alors moi, c'est sur le fond et la forme, mais ce que j'ai ressenti, c'est très bizarre. Moi, je suis né, j'ai été conçu quand mes parents ont appris le débarquement sur les plages de Normandie. Et c'est cette histoire qui se termine. Cette histoire que les Américains sont arrivés en Europe pour libérer l'Europe. Ils ont hésité, c'était pas si simple comme le dit, mais ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le gouvernement, pas les Américains, s'il faut revenir là-dessus après, le gouvernement américain Trump, aujourd'hui, n'est pas prêt à défendre un peuple qui se bat pour la liberté. Il est prêt à trouver des alliances avec Poutine, et ça, c'est insupportable, et c'est la fin d'une histoire. Et donc, nous vivons un changement d'époque qui remet en question, pour moi, des tas de choses. Et c'est de ça qu'il faut discuter. Pourquoi va-t-il si loin? On en reparlera avant. Il y a beaucoup d'exemples historiques où les Américains ont lâché des gens. Ils ont lâché une moitié de l'Europe à Staline pendant des décennies, en réalité. Voilà. Mais pourquoi va-t-il si loin? Dans l'humiliation, dans la dureté, il pourrait lâcher en douceur, si on veut, Zelensky et l'Ukraine. Pourquoi fait-il ça? Sincèrement, je pense pas, mais là, on n'a pas forcément la même lecture. D'abord, je pense que rien n'est fini. Zelensky lui-même, sur Fox News, a dit qu'il était prêt à reprendre langue avec Trump, et Trump a dit que si Zelensky voulait la paix, il était prêt à le revoir. Donc je pense que c'est pas fini. Oui, mais en disant ça, juste, il dit si Zelensky est prêt à se mettre à genoux, évidemment s'il veut la paix. Il a pas dit s'il est prêt à se mettre. Mais de sa manière. Non, il faut pas caricaturer. Il a dit s'il est prêt à la paix, je suis prêt à le retrouver. Il a jamais parlé de se mettre à genoux. Non, il faut pas déformer. Tu peux penser que c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, je vous dis une chose dont je ne sais pas pourquoi on n'en a pas parlé suffisamment. Derrière, ce qui fait que Trump a besoin de revenir, c'est la question des terres rares. Je vous rappelle que les 500 milliards de dollars que Trump a annoncés sur l'intelligence artificielle et sur les new tech, etc., sans les terres rares de l'Ukraine, c'est zéro. Voilà, il faut savoir une chose, je m'arrête là, je ne vais pas développer ça, mais 95% des terres rares sont fabriquées par la Chine, il y en a 17 sortes, c'est totalement indispensable pour l'intelligence artificielle, pour les batteries, pour les voitures électriques, pour les smartphones, pour les ordinateurs, et sans ces terres rares de l'Ukraine, Trump est en très grande difficulté, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, Zelensky n'est pas du tout arrivé les mains vides, il n'était pas en position de faiblesse autant qu'on le croit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a claqué la porte. Et il sait très bien que les deux savent qu'ils vont être, au moins sur ce sujet-là, obligés de se revoir. Les États-Unis ne peuvent pas se passer des terres rares de l'Ukraine. Oui, mais c'est là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité civile, on a besoin de vous, donc on trouve un accord, et il y a la possibilité mafieuse Trump,
je te fais des propositions que tu peux pas refuser. C'est la mafia. Et le problème de Trump et le problème de Vance, c'est qu'ils ont des comportements de mafieux. Non. Et en tant que ces comportements, parce qu'ils sont dans leur idéologie. Il y a que eux qui ont raison. Et ils sont, en tant qu'idéologues, ils vont dans le mur. Et je crois que donc, Luc a raison sur le fait, les Américains ont besoin des terres rares. Mais il y a dans leur tête que si Poutine gagne, ils auront aussi les terres rares. C'est ça qui joue. Et dans ce sens, ils sont en train ils testent aussi Zelensky. Et ça dépend de l'Europe. Moi, j'en ai assez de dire les Américains, pas les Américains. Si l'Europe dit on va faire, les Américains seront obligés de revenir autrement. C'est à l'Europe aujourd'hui, enfin, de dire, pas de se poser des questions, tout ce qu'on peut pas faire, mais d'avoir un volontarisme à la De Gaulle. Quand De Gaulle a fait son appel, il avait rien derrière lui. Il y a un moment, il faut être volontariste. Le mot que vous avez utilisé, mafieux, est-ce qu'ils sont mafieux ou est-ce qu'ils sont stratèges? Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas la mafia. Trump, il parle en chef d'entreprise américain. Nous, on sait plus ce que c'est qu'un chef d'entreprise américain parce qu'on est complètement dans le social. On a des syndicats partout en France. Bon, les chefs d'entreprise s'y sont habitués. Ils pas mal d'avoir des syndicats. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que nos chefs d'entreprise maintenant, c'est quasiment comme à Sciences Po. Ils sont wokistes, ils sont différentialistes, ils sont antiracistes, ils sont écolos. Mais bien sûr que si. Je pourrais t'en donner 50 exemples. Moi, je 150. Mon ami, toi, tu les connais pas. Moi, je les fréquente 150 fois par an. Voilà. Oui. Et donc, évite. Mais oui, non, mais c'est pas une blague, c'est évident. Je fais des conférences dans des entreprises et je peux te dire que aujourd'hui, le wokisme, il est largement aussi présent dans les jeunes entreprises qu'à Sciences Po. Là, on a oublié ce que c'était que Trump. Trump parle pas du tout en mafieux, il parle en chef d'entreprise brutal américain. C'est ça. Il a passé toute sa vie comme ça. Ah bon, tu veux pas discuter? Bah, je te claque la gueule. Voilà, c'est ça, Trump. Ça n'a rien à voir avec la mafia. Ça a rapport avec ce libéralisme pur et dur qui n'existe plus à l'état chimiquement pur qu'aux États-Unis. Oui, mais là encore, pour moi, pourquoi je dis mafieux? Parce que, rappelons-nous, Gerald Ford, le vieux Ford, il avait une feuille de chou dans les années 30 où chaque semaine il défendait Hitler. Il défendait l'antisémitisme. Donc il y a une tradition de brutalité, et c'est la manière dont il traitait aussi ses ouvrières et ses ouvriers. Et je crois que... Oui, alors, c'est ça. Alors moi, si ça lui plaît mieux de dire d'être brutal comme un capitalisme américain, je m'en fous. C'est pas le mafieux qui m'intéresse. Ça veut dire... Prenons ça, d'accord, c'est d'une brutalité mafieuse qui ressemble à la brutalité de la mafia. On te laisse pas le choix. Tu es le plus faible, on veut t'affaiblir, et c'est ça qu'ils ont essayé de jouer en humiliant Zelensky. Mais par là, maintenant, on peut continuer pendant des heures à parler des Américains. Moi, je veux parler des Européens. Car la perspective pour Zelensky et pour nous, c'est est-ce qu'enfin on se réveille? Est-ce qu'enfin on comprend que c'est notre idée de civilisation qui est en jeu contre les idées de Poutine et contre les idées qui ne sont pas les mêmes, mais contre les idées de Donald Trump et Musk. En a-t-on les moyens? J'aimerais que vous écoutiez c'est 20 secondes, c'est pas long. Mais là, c'est la manière dont Trump claque littéralement Starmer. Deux personnages si importants de la journée. Starmer fait son discours en disant blablabla, on est prêt là. Et d'un coup, Trump, vous allez voir, lui coupe la parole en disant mais au fond, vous pourriez vous battre tout seul, vous, contre les Russes? Et écoutez bien la réponse de Starmer, qui est un peu gêné parce que, évidemment, il met le doigt sur un point tellement sensible. Entre nos deux pays, je crois que c'est la meilleure alliance pour la prospérité et la sécurité que le monde n'ait jamais vue. Peu importe ce qui est nécessaire, nous nous entraidons. Vous pourriez affronter la Russie tout seul? Cette séquence est terrible, parce qu'évidemment, il met le doigt sur le point, c'est-à-dire que en parole, ils sont très courageux, et vous avez raison de le rappeler, notamment les Anglais, mais en fait, est-ce qu'ils ont les moyens de ce courage? Oui, mais pas en ce moment. D'abord, j'ai dit une bêtise, j'ai dit Gerald Ford, c'était Henry Ford. Je m'excuse. Oui, mais on avait compris. Pardon. C'est le capitalisme des origines. Voilà, le lecteur avait rectifié lui-même. Mais là encore, d'accord. Là encore, si les Européens disent, on se battra, non. Le reste de l'Amérique
chavira du côté des Européens. Si les Européens disent oui, on va résister, comme le dit d'ailleurs, et c'est pas Mattazé, Dominique de Villepin. Il faut rentrer en économie de guerre. Il faut dire qu'on entre en résistance. Et si les Européens disent on entre en résistance, on défend nos idéaux de civilisation. Qui se battra pour l'Ukraine ? Une partie de l'Amérique vont virer Trump. Les Américains sont pas tous, j'allais dire quelque chose de très méchant pour Trump, ne sont pas tous des masquinistes trumpistes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a, même chez les républicains américains, des tas d'élus qui souffrent, comme d'ailleurs la sénatrice de l'Alaska, qui dit c'était ignoble ce que fait Trump, mais que ils ne reprendront le flambeau si les Européens n'écoutent pas toujours. Oui, on dépend de Trump, Non, on dépend de notre volonté. C'est notre volontarisme qui va faire basculer l'Amérique. Ouais, on va parler de l'Europe, on va avoir le temps d'en parler. Mais là-dessus, est-ce qu'on a les moyens de ce courage ? Non, pas pour l'instant, parce que les armées européennes sont pas en très bon état. La bonne nouvelle, c'est que l'armée russe n'est plus en très bon état. On a dit depuis 3 ans qu'elle était en difficulté. On a vu que c'était pas vrai, mais maintenant c'est vrai. Donc ils sont quand même très épuisés. Et donc je suis pas certain que Poutine ait envie de reprendre une guerre. J'aimerais votre regard sur ces images-là. C'était il y a quelques minutes, le président Zelensky est reçu par le roi Charles III. Que disent selon vous ces images ? Le président de la République rappelait il y a quelques jours lui-même, on ne peut plus espérer reprendre par la voie militaire le Donbass et la Crimée. Oui, c'est le grand sujet. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité on est en train d'habiller une défaite ? C'est-à-dire non. Pourquoi ? Oui et non. Non mais oui, attends, pardon. Vas-y. Non, mais priorité à droite, je t'en prie. D'accord. Alors priorité à droite. Moi, j'assume tout maintenant. J'assume. C'est évidemment que le but des Russes de s'assurer 20% du territoire ukrainien, pour l'instant, ils l'ont. Et que militairement, il n'y a aucune possibilité de reprendre. Ce qui se joue maintenant, c'est pas ça. Ce qui se joue, c'est 80%, donc ce qui reste de l'Ukraine, c'est 80% qui sécurise, qui redonne la possibilité à l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne, d'avoir la protection des Européens et donc de vivre en 80% de ce territoire, d'ouvrir une fenêtre de liberté. Et cette fenêtre de liberté sera celle qui va, comme l'Allemagne de l'Est, après a dû faire plier, fera désirer à l'Est de l'Ukraine de vivre comme à l'Ouest et non pas comme avec Poutine. C'est comme ça qu'il faut voir. Mais est-ce que je peux vous poser une question naïve ? Pas militairement. Et à l'un et à l'autre. J'ai fait beaucoup d'interviews. Non, c'est une question à tous les deux. Des dizaines d'interviews avec des dirigeants européens. Et à chaque fois, quand vient cette question, on leur dit, est-ce que vous feriez la guerre pour l'Ukraine ? Est-ce que vous feriez un traité d'alliance en disant, si les Russes vous attaquent de nouveau, on vous aide ? Mais non. Aucun ne répond oui. Ils disent, oulala, il faut voir, c'est l'OTAN, c'est mais non, la réponse est non. Dany a raison, le sujet n'est pas du tout celui-là, pardon de le dire comme ça. Voilà, Dany a raison. Le sujet aujourd'hui... J'ai pas compris, je suis un peu vieux, j'entends pas. J'ai dit que tu avais raison. Ah, merci. Bon. Il est sous codéine. Il est sous codéine, c'est pour ça qu'il est gentil. D'accord. Ça me ramollit. Attendez, les effets vont s'estomper. Attention, les effets vont s'estomper. Oui, pardon. Non, mais je suis un peu ramolli, tu sais. J'ai une jambe en moins. Bon, non, sérieusement, l'enjeu aujourd'hui, ça, soyons sérieux, c'est le vrai enjeu. C'est d'avoir disons, une force, je vais dire comme ça, de casque bleu européen. Je parle pas de l'ONU, bien sûr. C'est une métaphore, mais de casque bleu européen pour assurer non seulement un cessez-le-feu, mais un vrai projet de paix. Il est évident qu'on ne va pas se relancer aujourd'hui à reprendre le Donbass aux Russes. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. C'est pour ça que je disais que j'étais d'accord avec toi. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable très rapidement d'avoir une force d'interposition suffisamment puissante pour que ça dissuade vraiment la Russie d'aller plus loin, parce que la Russie en ce moment, il ne faut pas s'y tromper. Vous avez vu la dernière déclaration de Poutine. Il a dit une force d'interposition européenne. Je n'en veux en aucun cas. Oui, mais... Attends, j'ai pas fini. Alors. Je n'en veux en aucun cas. Pourquoi il a dit ça ? Écoutez bien, parce qu'il faut écouter aussi ce garçon-là. Il a dit je ne veux pas d'une force d'interposition européenne parce qu'en vérité, ce cessez-le-feu ne servira à l'Ukraine qu'à se réarmer pour recommencer la guerre, pour reprendre le Donbass. Et je n'en veux pas. C'est ça l'idée de Poutine. Et il a raison d'une certaine manière. Et donc, ce qu'il faut
faut aujourd'hui, c'est qu'on ait non seulement un cessez-le-feu, mais un plan de paix, et que par ailleurs, pour assurer ce cessez-le-feu, le plan de paix, on ait une force d'interposition qui soit suffisamment forte pour qu'elle soit dissuasive pour la Russie. Alors, est-ce que ça peut se faire sans les États-Unis ? Je ne le crois pas. Et juste, je termine avec ça. Si j'ai parlé de chefs d'entreprise, c'était pas pour stigmatiser les chefs d'entreprise, c'est pour dire que la négociation n'est pas finie. On négocie pas avec la mafia, ils vous flinguent. La négociation n'est pas finie. Il y a les terres rares, j'y reviens pas, mais la négociation n'est pas finie parce que, comme l'a dit à juste titre Dany, écoute bien, tu vois, c'est la deuxième fois que je te donne raison, il y a toute une partie des républicains qui sont des libéraux, qui détestent la Russie, qui détestent Poutine et qui sont pas du tout contents en ce moment de voir un axe Trump-Poutine. Voilà. Alors, donc c'est pas fini la négociation. Non, mais j'ai jamais dit. Moi, je suis. Non, mais je te le dis, on est d'accord. Je suis d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre, il y a un réveil européen. Je vous donne une information. En ce moment, les chrétiens démocrates allemands et les sociodémocrates allemands négocient pour un gouvernement. Avant de commencer les négociations, ils veulent décider la semaine prochaine, par exceptionnellement, d'endetter l'Allemagne pour le réarmement et pour l'infrastructure de 500 milliards. Ils veulent mettre sur la table un paquet de 500 milliards qu'ils veulent voter dans les 2 semaines. C'est-à-dire, et ça c'est un exemple, il y a une prise de conscience en Europe. Et le problème pour Trump, il est, d'un côté, je suis d'accord avec Poutine, mais il vient de dire, moi je suis d'accord pour que les Européens prennent leurs responsabilités en Ukraine. Mais il a raison là-dessus. Il a raison. Et Poutine dit non. Et là, il va pas pouvoir revenir en arrière, Trump. Il faut que les Européennes, justement, disent, on veut les Américains dire, on va y aller. Et obliger les Américains à dire, on va les soutenir. Il faut forcer la main à Poutine, à Trump, parce que dans les sondages, il baisse aux États-Unis. Il en fait trop. Ce sont des idéologues. Musk il a 14 mots maintenant. Ce mec est dingue. Il est complètement dingue. Et se mettre aux mains même si c'est un génie technologique et tout ça. Oui, sur le plan, je suis d'accord avec toi, oui. Et se mettre dans les mains. C'est pas parce qu'il a 14 enfants. Vous êtes libre de penser qu'il est dingue, mais c'est pas parce qu'il a 14 enfants. Non, mais la manière dont il justifie, dont il se comporte, il faut écouter les mamans. On parlera de Musk après. Elon Musk, il faut écouter les mamans, comment elles parlent d'Elon Musk. Donc je dis, se mettre dans les mains de ce type-là, il est en train de chavirer Trump. Mais il faut pousser. Il faut pousser en disant, nous, on est prêts, on va y aller. Mais on n'est pas prêts. C'est ça le problème. Parce que on se met en édiation d'être prêts. Dany, ne t'énerve pas tout de suite. Je suis pas nerveux. Je suis très bien. Je suis gaulliste. Non, mais c'est pas. Si je suis gaulliste. Oh écoute, alors je t'admire du coup. Voilà. Non, mais écoute ça. 500 milliards. L'Allemagne va mettre 500 milliards. Macron a annoncé, on va augmenter le budget. Enfin, tout le monde annonce, on va augmenter les budgets. C'est très bien, parfait. Ok, si on veut avoir une force. Mais d'ici qu'on ait les armes ça va mettre des années. Or, il y a une urgence absolue. Parce que si on n'est pas prêt à avoir une force d'interposition tout de suite, Poutine, lui, se dit, mais je ne veux pas que l'Ukraine se réarme. Je veux pas que l'Ukraine se mette en état de reprendre le Donbass. Je veux garder le Donbass et je vais le garder. La Crimée, n'en parlons pas, c'est fini depuis longtemps. Mais du coup, il faut qu'on se grouille. Or ça, fabriquer des armes, fabriquer des porte-avions, fabriquer des avions, refaire des munitions, tout ça, ça prend du temps. Si ça prend 2 ans ou 3 ans, ça va pas. C'est pour ça que je répète, on ne peut pas se passer des États-Unis. Moi, encore une fois, je dis pas qu'on peut se passer. Non, mais c'est pas contre toi que je dis ça, Dany. Non, je dis pas qu'on peut se passer des États-Unis. D'abord, les États-Unis, Starlink, ne vont pas couper les vivres. Parce que le Congrès ne veut pas. Même Johnson, hier, qui est quand même, disons, le pitre de Trump, il a dit, mais évidemment qu'on est du côté des Ukrainiens. Et il est évident, donc, qu'aujourd'hui, si l'Europe dit on y va, on est prêt, les Américains et Trump... Oui, mais ils ne sont pas prêts, Dany, pardon. On est prêt à y aller. Le problème, c'est pas qu'on est prêt militairement. Par volontarisme, on oblige les Américains à soutenir. Voilà, d'accord. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. D'accord. Quelle est la nature là-dessus, on est d'accord. Je pense que la rupture n'est pas définitive entre Zelensky et Trump. Quelle est la nature du danger ? Lisons ce que dit le président de la République à ce sujet. Il est minuit moins le quart. C'est la formule qu'il a utilisée. C'était quoi avec Dr Schweitzer ? C'était minuit moins 5, je crois.
Oui. Oui. Il est minuit même tout court. Il est minuit. Ah oui, il est minuit, pardon, vous avez raison. Il est Les minuit écolos moins- ont dit il est minuit plus 1, plus 2, Voilà. plus 3, Alors, plus bon, 4. là, il est minuit plus moins 5. le quart. Chacun Mais- joue avec minuit. Oui. on a encore la main. Nous avons encore les moyens de réussir ce sursaut stratégique européen. Et il précise ce qu'est à ses yeux la menace de la Russie. Si Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. J'aimerais vraiment vous poser une question qui me paraît cruciale en ce moment, c'est quelle est la nature exacte du danger de la Russie ? Il y a une partie de la droite, c'était un peu la tradition sarkozyste notamment, mais aussi chez LFI, qui pense qu'en réalité, la Russie veut une zone d'influence, et pas plus. Et il y a l'autre partie de l'opinion qui considère que la Russie est un danger réel, profond pour toute l'Europe. Et vous savez très bien, soyons francs, que pour beaucoup de personnes, quand elles entendent la Moldavie menacée ou les Baltes menacés, il faut être honnête, ça n'a pas pour eux le même impact que si on leur dit les C'est pas la chars même chose, hein. peuvent aller sur Berlin ou sur Paris, Non, mais comme c'est- pendant la guerre froide. Pareil. Quel est le degré du danger pour vous, objectivement ? Non, mais d'abord, Moldavie et Pays-Baltes, c'est pas la même chose. La Moldavie est Oui. en danger parce qu'il y a 40%, il y a une communauté russe de 40%. Et moi, ma thèse, c'est que Poutine n'a aucune envie d'envahir l'Ouest, mais en revanche de récupérer les communautés russes qui se sont retrouvées à la chute de l'URSS dans des nations nouvelles. Ça, oui. Donc, si j'étais Moldave, je serais inquiet. Attendez, je peux vous poser la question autrement. mais Après, je vous laisse la parole. Oui, Premier juré. oui, Moi, d'accord. j'étais frappé. Premier juré Hubert craché. Védrine, juré Oui. craché. Hubert Védrine sur ce plateau. Et Oui. tout son être, il Oui. le disait à moitié, mais ça transpirait, c'était cette idée qu'au fond, si on avait laissé à Poutine ces zones d'influence, si l'OTAN n'avait pas avancé, par le libre choix des peuples, mais si l'OTAN n'avait pas avancé, on aurait évité tout ça. Oui, Et oui, je pense que c'est oui. peut-être une arrière-pensée, avouable, pas avouable. J'aimerais votre avis Non, mais là-dessus. Est-ce que c'est- Inavouable parce que c'est dégueulasse. Alors, dites pourquoi et dites pourquoi. non, Si, je pense- si, moi je dis que non. c'est dégueulasse. Alors, les Oui, non et d'accord. l'autre. Bah, Pourquoi Expliquez Mais bien. n'emploie pas de mots comme ça, sinon on peut plus parler. Si tu dis que je suis une ordure... Et Non, que, j'ai bon. pas dit que Non, non, j'ai sur dit- le fond, mais, sur mais le non, fond. mais parce que j'allais dire, je suis Sur le d'accord, fond, je suis l'un et d'accord. l'autre. Expliquez pourquoi. Je suis évidemment d'accord avec Védrine Expliquez, et d'accord avec expliquez. Sarkozy. Je l'ai défendu d'ailleurs dans le Figaro. Expliquez bien Voilà, pourquoi je l'un et vous l'autre. explique pourquoi. Je pense qu'il y a une immense différence entre Poutine d'un côté, Hitler et Staline de l'autre. C'est que Hitler et Staline avaient des idéologies expansionnistes extrêmement puissantes. Et ils ont réussi. Hitler avait des quantités de partis collabos. Voilà, Salazar, Mussolini, Pétain, Franco, bon, voilà. Et plus les collabos français, bon. Et pour Staline, c'est pareil. Il y avait une volonté d'expansion, mais qui était relayée par tous les partis communistes qui étaient très nombreux. N'oubliez pas que le Parti communiste en France s'est monté jusqu'à 30% de l'électorat. Bon, Poutine, c'est absolument pas le cas. Il y a zéro idéologie expansionniste. Il a simplement, c'est un chauvin nationaliste, dictateur qui assassine ses opposants. C'est ça, Poutine. C'est un chauviniste russe. Mais c'est pas un expansionniste. Quel est le projet de Poutine? Le projet de Poutine, c'est absolument pas d'aller vers l'Ouest. Sauf la Moldavie, on peut en reparler, je le mets de côté à cause de la communauté russe sophone. Mais le projet de Poutine, Et évidemment... l'Ukraine, évidemment. On a- Non, l'Ukraine, il voulait que ce soit Sarkozy a raison, une zone neutre. Voilà, pas d'autant. Bon, et donc ce que je vous dis maintenant, c'est je fais un pas de plus. Le projet de Poutine, il faut lire ses conférences de presse depuis 3 ans, il est extrêmement clair, c'est de dominer le Sud, pas l'Ouest. Il en a rien à foutre de l'Ouest. C'est le Sud qu'il veut. Il est maintenant le leader des BRICS, c'est-à-dire dans les BRICS, je rappelle, Lula est poutinien, la Chine est copine avec lui, l'Inde est copine avec lui, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte sont copains. Ils font partie des BRICS. Ensuite, le projet de Poutine, c'est le Sud, c'est de prendre la place de la France en Afrique. Et il est en train de le faire. Et il veut être le leader du Sud global. Regardez ses conférences, il explique à chaque... Regardez ces salauds d'occidentaux qui vous ont colonisé et qui veulent vous imposer leur régime de force alors qu'il faut vous laisser vous développer vous-même. C'est ça, Poutine. Mais il n'a aucune idéologie qui lui permette d'aller au-delà oui, peut-être de la Moldavie, mais pas plus. Comme c'était la même chose pour l'Ossétie du Sud. Je suis pas d'accord sur plusieurs points. Premièrement, si on prend les minorités russes, il y a la Moldavie, la Transnistrie, c'est vrai, mais il y a aussi Kaliningrad. Et il y a le problème avec la Lituanie. Et il y a le problème parce qu'il y a des minorités russophones dans tous les pays baltes. Et il a déjà commencé. Et le problème, c'est que l'enclave de Kaliningrad est, comme son nom l'indique, une enclave. Et qu'il veut désenclaver Kaliningrad. Pour désenclaver Kaliningrad, il doit rentrer en Lituanie. Et en rentrant en Italie, et Kaliningrad est à la frontière de la Pologne. C'est pour cela que les Polonais,
Et évidemment que les Polonais savent que pour l'instant, il veut pas faire marcher les chars vers Varsovie. Mais il veut reprendre Kaliningrad. Il veut désenclaver Kaliningrad. Et par cela, donc, il est obligé de faire... Attends, il a déjà gagné, il veut étendre son lien. Oui. Eh bien, premièrement. Deuxièmement, il a quand même dit aujourd'hui, il a au début de la guerre en Ukraine, que c'était un gouvernement nazi. Eh bien, pour les Russes, un gouvernement nazi doit être renversé, comme on l'a fait avec Hitler en Allemagne. Mais quel est son but sur l'Europe, de l'Ouest, sur la France, sur l'Allemagne? À partir de là, son but, c'est des zones d'influence. On a, pendant toute la guerre froide, on a laissé les Russes faire ce qu'ils voulaient. Hongrie 56. Tchécoslovaquie 68, Allemagne 63. On a laissé les chars russes massacrer. Et c'est pour ça que tous les pays qui se sont exfiltrés de l'influence soviétique, mais après aussi de la Russie, veulent la protection de l'OTAN. C'est pas pour mettre en danger la Russie, c'est pour se protéger contre l'expansionnisme nationaliste et non plus communiste de la Russie. C'est pour cela que je crois que c'est... Rappelez-vous Helmut Schmidt, je termine par là. Helmut Schmidt, quand il y a eu Solidarność, a déclaré il n'a jamais rencontré Solidarność, il n'a jamais rencontré les dissidents polonais parce qu'il disait Solidarność, en remettant en question la neutralité de la Pologne, est un danger pour la paix mondiale. C'est-à-dire que la paix mondiale, Helmut Schmidt, social-démocrate allemand, était prêt à sacrifier les Polonais pour sa paix mondiale. Il le disait et il l'a fait. Il l'a fait. Et ce sont les Polonais qui ont imposé de sortir de l'emprise soviétique, et pour se protéger, c'était évidemment l'OTAN et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Et pour l'Ukraine, c'est la même chose. C'est l'Union européenne qui peut sauver les 80% du reste de l'Ukraine. Non, mais les gens comme Helmut Schmidt ou les prédécesseurs SPD, Helmut Schmidt n'était pas SPD, mais... il était SPD. Oui, il était SPD, mais il était à droite. Il était le chef de la social-démocratie allemande. Il était SPD, je le sais, je l'ai rencontré à Bonn, je l'ai même modéré pour le débat. Mais il n'était pas, au fond, il n'était pas du tout socialiste, c'est ça que je voulais dire. Si j'avais pu terminer la phrase, c'est ce que j'aurais dit. Il était SPD, comme je suis danseuse au Crazy Horse. Voilà, il était en vérité, il était libéral, il était très proche de Giscard, comme vous le savez. Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que l'histoire bégaye? Est-ce que Trump est en train d'abandonner l'Ukraine? Pardon, je finis juste la question, je fais le lien. Est-ce que Trump est en train d'abandonner l'Ukraine comme Roosevelt a abandonné la Pologne, comme même Churchill? Rappelez-vous le mot de Churchill. Mon ami, je vous explique pourquoi ça n'a rien à voir. À l'époque dont parle Dany, c'est-à-dire l'époque en effet d'Helmut Schmidt, de Willy Brandt encore plus, l'Union soviétique avait des relais dans toute l'Europe. Enfin, bordel, tous mes copains en 68 étaient marxistes. André Comte-Sponville était communiste, Alexandre Adler était communiste, les autres ils étaient maoïstes ou ils étaient trotskistes. Voilà. Et donc ils avaient des relais dans toute l'Europe qui étaient des relais. Regardez 68, enfin Dany n'était pas marxiste, d'accord, mais le marxisme était omniprésent en Allemagne, en Italie, en Espagne. Voilà, ils avaient là, Poutine est détesté absolument par toute l'Europe. Il a aucun soutien en Europe. Voilà, de l'Ouest. Zéro soutien. Voilà. Non, zéro. Il y a 3 connards, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un parti qui... Marine Le Pen ne le défend pas, Mélanie ne le défend pas. L'AfD. D'accord. Mais, ok, l'AfD, d'accord. Mais c'est quasi... Je dis ça comme ça pour... Oui, non, mais d'accord, mais c'est rien. C'est rien. C'est pas l'Europe. Beaucoup. Si tu prends toute l'Europe à 99%, Poutine n'a aucun relais dans l'Europe de l'Ouest. Voilà, aucun. Voilà, tu me dis l'AfD, c'est 20% des Allemands. Mélenchon pendant longtemps. Mais c'est rien. Ils ont aucun poids. Voilà. Et donc ça n'a rien à voir avec le Parti communiste en 1970. Rien à voir. Voilà. Le Parti communiste dans les années 70, les partis communistes, l'international, c'était plus fort que tout. Donc tous nos chefs d'État et de gouvernement étaient tétanisés d'angoisse. L'alliance Mitterrand, il y avait 4 ministres communistes en 80 au gouvernement.
Oui, mais Donc, ce que tu décris, pardon, Dany, je vais pas te faire le coup. Helmut Schmidt n'était pas tétanisé. Il y avait rien en Allemagne. Mais il était idéologiquement, il était comme Védrine. Non. Idéologiquement. Non. C'est autre chose. Tu me permets juste un mot. Lieber-Rot-als-Tot, c'était toute l'Allemagne plutôt rouge que mort. Ouais. Il faut traduire. C'était les écolos et l'extrême gauche, plutôt rouge que mort. Et donc c'est ça qu'entendaient les chefs d'État et de gouvernement en Europe. C'est pas le cas aujourd'hui. Dany et Luc, votre regard sur Trump. Depuis vendredi, disons en gros, rares sont en Europe de l'Ouest les gens qui prennent la défense de Trump. Ils étaient déjà, il y a des débats, il y a des pro-Trump aussi, voilà. Mais depuis vendredi, ça s'est encore limité. Pour vous, est-ce que Trump est-il ou non un danger ? Un peu plus tard dans l'émission, on entendra une déclaration du ministre de l'Intérieur italien, le gouvernement Meloni, où on sent bien, par exemple, que de ce côté-là, il continue à penser que Trump est une bonne chose. Pas pour l'Ukraine, Madame Meloni soutient l'Ukraine, mais pour le reste, révolution de droite, affirmation des valeurs occidentales. La droite française aussi. Voilà. Les valeurs occidentales, c'est un peu gonflé. Alors, je vous laisse répondre. Mais est-ce que pour vous, Trump est un danger, un ennemi, pour ainsi dire, de l'Europe, ou est-ce qu'il est quand même porteur, en dehors de ce que vous avez dit, d'un espoir ? Alors, pour moi, c'est un ennemi. Pour moi, je suis pas porteur de quoi que ce soit. Pour moi, Poutine, c'est le contraire. Trump est le contraire de ce que j'imagine comment doit fonctionner une société. Ce qu'il est en train de faire, la destruction de l'état de droit, la destruction de l'état de droit, des accords mafieux, j'en reviens, sur le maire de New York, qui est poursuivi par des procureurs, des femmes républicaines, et qu'il fait un accord avec le maire, je gèle toutes tes accusations si tu me suis sur l'immigration. Je dis que ça, c'est un danger pour l'idée de démocratie que j'ai, de l'état de droit. Deuxièmement, la manière dont il donne le plein pouvoir à Musk pour détruire l'administration qui est faite pour coordonner des choses. La destruction de USAID. USAID, ça veut dire une reprise du sida dans le monde. Parce que USAID avait réussi, justement, en Afrique et dans d'autres pays, à sauver, à protéger de plus en plus les hommes et à faire baisser le sida. Tout cela, aujourd'hui, il le remet en question. Trump, la manière dont il fait de la politique, et tous ceux qui soutiennent sa manière de faire de la politique, pour moi, sont des dangers pour mon idée d'une démocratie ouverte. Il a raison, il a le droit en tout cas. Je veux dire, il a raison de dire ça. Moi, c'est pas ce que je pense. Je pense que une grande partie de la droite française s'est enthousiasmée pour le discours de Munich de Vance sur la liberté d'expression. Pas le reste, mais sur la liberté d'expression. Pourquoi ? Ils se sont enthousiasmés pour ce discours sur la liberté d'expression. Moi, pas du tout. J'ai fait un papier contre dans le Figaro. Mais parce que, au fond, il y a un moment où la droite libérale, les républicaines, ne supportent plus le wokisme. C'est tout. Et donc, comme la gauche américaine, moi j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai enseigné dans quantité d'universités américaines pendant des années. Eh ben, je peux vous dire que la liberté d'expression dans les universités américaines, c'est zéro. On peut rien dire, rien. Voilà. Mes conférences ont été interdites parce que ça s'appelait conférence sur les droits de l'homme. Voilà. Donc, il fallait dire human rights, et c'est les ovariums qui interdisaient mes conférences. Bon. Et donc, les women's studies, c'est quelque chose. Il faut le voir de près. Bon. Et donc, quand les mômes, les démocrates, ils arrachent les visages, les photos des otages américains, des otages israéliens dans les universités américaines, je suis désolé, je ne vote pas pour ces gens-là. Je préfère encore Trump. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'aime Trump. Le mec est insupportable. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a une partie de la droite qui se dit à tout prendre entre la peste et le choléra. Le choléra étant représenté par ce politique, les sensitive readers. Non, mais vous vous rendez compte, la cancel culture, on pousse les gens au suicide, l'annulation sociale des gens, oui, parce que... Attends, je te laisse la parole tout de suite. Je dis, voilà, quand vous avez le choix entre la peste et le choléra, il y a une partie de la droite libérale qui dit, mais au moins, ils soulèvent le couvercle, ils arrêtent de nous emmerder avec la cancel culture, le wokisme, le communautarisme, c'est insupportable. Et ça, Kamala Harris, elle représentait ça. Non, alors, d'abord, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Premièrement, pour dire ça, quand l'idéologie prend le pouvoir, je reviens à ça. Alors ça peut être l'idéologie wokiste. Oui. Le woke, c'est être éveillé. D'abord, c'était ça l'idée. Et après, c'est devenu une idéologie et ça devient insupportable. Mais
Quand la droite dit le wokisme est insupportable, elle pousse des gens au suicide. Oui, Moi, vrai. je réponds oui, vous avez raison. Comme vous avez poussé des homosexuels au suicide parce que vous interdisiez pendant pas toi, Mais la moi, droite. j'ai voté la loi. Mais je te parlais pas de toi, d'accord. je parlais de la droite qui trouve insupportable le wokisme. Je dis voilà, c'est vrai. Et c'est ça, les leçons de l'histoire, encore une fois. Si on se laisse aller, et ça, c'est valable pour les 68A, c'est valable pour la droite, c'est valable pour tout le monde. Quand la politique n'est qu'idéologie, on va dans le mur. Et pourquoi? Évidemment qu'il a surfé là-dessus, sur ce sentiment Trump. Mais aujourd'hui, ça commence aux États-Unis. Ça commence, ils baissent dans les sondages. Et ce que je veux, c'est pas de dire... moi, ça m'est égal, Trump. Je veux reparler aux Américains. Moi, j'étais contre la guerre au Vietnam, mais on n'a pas arrêté de parler. Pour moi, l'Amérique, c'était Woodstock. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est j'aime. l'autre Amérique. Mais pas toi, je sais, toi. Non, mais je rigole. Moi, je veux dire. Donc, Vous avez gardé la coupe de cheveux d'ailleurs. Il y a une autre Amérique. Il y a une autre Amérique. Il y a une autre Amérique. Il y a une autre Amérique qui peut redevenir majoritaire. Il a perdu à 1,5%. Il faut quand même pas exagérer maintenant. Et je dis, c'est ça. Il faut combattre l'idéologie. Il faut combattre l'idéologie de Trump et relier et défendre une idée de démocratie libérale. Danny Cohn-Bendit, élu. J'aimerais votre regard. Juste. Voilà, le souhait de Danny n'existe pas. Il n'y a pas de centre aux États-Unis. J'ai jamais dit. Oui, non, mais arrête. Il y a d'un côté un parti démocrate qui est totalement wokiste, cancel culture, politiquement correct, sensitive readers. Et puis de l'autre côté, vous avez Trump. Mais au milieu, il n'y a pas un parti raisonnable. Ça n'existe pas. J'aimerais, s'il vous plaît, votre regard, une image. Attends une seconde. Dans ta tête, tu es l'immobilisme. Moi, je te dis aujourd'hui, tu décris le Parti démocrate, mais le Parti démocrate ne va pas rester comme ça. Moi, j'en ai marre dans le débat politique. C'est l'immobilisme. Moi, je suis l'imagination au pouvoir. J'imagine quelque chose de différent. Danny, vous êtes candidat en 2027, c'est ça, vous êtes candidat en 2027. Non, jamais. Regardez encore cette image. Parmi les images les plus curieuses, fascinantes, certains disent horripilantes de ce nouveau pouvoir. La prière au moment de commencer le gouvernement. Alors j'aimerais vraiment votre avis là-dessus, parce que là-dessus on a entendu l'Ivy hyper laïcard, c'est dégoûtant, etc. Avis intéressant, Guillaume Roquette, qui vous remplaçait l'autre jour, qui disait, moi ça me rappelle Napoléon ou Maurras, qui n'était pas forcément très croyant, mais qui disait la religion, c'est un attribut de la puissance, du pouvoir, de la conquête d'un empire, voilà. Et de la mort. Vous dites et la de mort. la mort. Non, Combien de gens sont morts à cause de la religion parce qu'ils voulaient s'émanciper de la religion? Combien de millions de personnes ont été persécutées par les religions, que ça soit l'islam, que ça soit les catholiques, que ça soit les orthodoxes juifs? J'en ai marre de cette religion d'une forme de religion qu'on impose. S'ils veulent prier, qu'ils prient, mais qu'ils prient à la maison, qu'ils nous foutent la paix. Luc Ferry. Et j'aime bien quand il s'énerve, ça me rappelle 68, mais... Mais c'est vrai. Moi, je trouve cette image, mais à vomir. Pas exactement pour les mêmes raisons de Danny, sauf ce qu'il a dit à la fin, c'est pas mieux que les islamistes, mais qui nous foutent la paix avec la religion. Pourquoi dites-vous les islamistes? Non, mais attendez, j'ai pas fini. C'est pas mieux que les islamistes, parce que c'est du théologico-politique, à l'état chimiquement pur. Exactement. Voilà. Mais qui nous foutent la paix. Si les gens veulent prier, qu'ils prient chez eux, mais qu'ils n'emmerdent pas les autres. Il n'y a pas de religion officielle à avoir dans une démocratie, c'est insupportable. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec Israël, parce qu'il faut pas, On est d'accord. qui nous foutent la paix avec la religion, et que les gens soient croyants, j'applaudis des deux mains. Ma femme qui est là, elle est croyante, elle est catholique, très bien, elle a tous les droits d'être catholique, et je respecte les musulmans. J'ai beaucoup d'amitié pour peu importe. Mais en tout cas, et les juifs évidemment. Mais ça c'est digne de l'islamisme. Oui, c'est le théologico-politique à l'état chimiquement pur. C'est insupportable dans une démocratie. Et puis, moi, je trouve que il faut un mot. Ouais, un mot. Un mot pour la fin. Moi, je vous dis,
sur la religion, je suis wokiste. Foutez-nous la paix. Et là, il a raison. Mais c'est une religion, le wokisme. Regardez, Luc Ferry sort sa béquille. Alors ça, j'ai jamais vu. Il aura tout fait. Voilà. Non, mais vraiment, ce n'est pas Luc Ferry. Vraiment. Il a besoin d'une Alors, montrez-nous votre béquille. Montrez-nous votre béquille. Oui. Voilà, ça Woodstock, m'en sers plus guitare. Ça muscle le bras, non? Voilà. Luc, tu as besoin d'une béquille aussi pour penser. Oh, Oh là là. c'est facile. Le vieux 68 art. Merci. C'est vrai que je suis vieux. Là, Merci beaucoup à l'un et à 68 art l'autre. toujours. Je vais passer la parole. 68 Il y a art un beaucoup jour, d'événements à 68 art commenter, toujours. à développer, notamment à Margot Haddad qui va recevoir, notamment parmi beaucoup d'autres, Pierre Servant. C'est dans quelques instants, quelques minutes seulement. À tout de suite.